Bonjour. Parmi les visées officielles de la formation générale se trouve celle-ci, auquel nous sommes nombreux et nombreuses à adhérer. Former des citoyens éclairés et engagés, c'est-à-dire, pour reprendre les termes du document ministériel, capables de faire preuve d'une pensée critique et d'assumer leurs responsabilités sur le plan social comme sur le plan démocratique. Ces visées font appel à notre propre responsabilité et nous poussent à nous engager en tant qu'enseignants en nous demandant dans quel contexte est-ce qu'on forme ces citoyens-là et aujourd'hui, quelle réalité appelle avant tout notre pensée critique et notre engagement. Le choix de ces réalités-là est déjà un acte d'engagement de notre part. Notre choix pour ce cours a été de critiquer ce qui nourrit la crise socio-écologique dans une optique de transformation sociale, c'est-à-dire dans l'optique de la transition socio-écologique qui s'impose. Nous avons considéré que les finissants du cégep devraient se sentir capables de prendre part au débat concernant la transition et de se mobiliser collectivement. Or, ce qu'ils nous disent, c'est que ce n'est pas le cas. Plusieurs organisations étudiantes locales et internationales revendiquent en ce sens une véritable éducation écologique qui interroge les causes profondes de l'impasse, qui présente des alternatives viables et justes et qui soient orientées vers l'action locale. Outre ces justifications-là, nous avons voulu ouvrir des perspectives transformatrices et des voies d'action collective avec nos étudiants parce que cela nous semble la seule façon de dépasser l'anxiété que génère le sujet de la crise écologique. A posteriori, nous avons découvert le courant de la pédagogie critique qui plaide pour la nécessité de dépasser la critique ou la déconstruction de l'idéologie dominante, par une phase de reconstruction, c'est-à-dire l'examen et la construction de propositions alternatives afin de ne pas s'adresser aux apprenants uniquement en tant qu'objet du pouvoir, mais également en tant qu'agent. La pédagogie critique nous invite à questionner avec nos étudiants notre réalité commune, les enjeux de pouvoir et les influences idéologiques dans un but de transformation sociale collective afin de cultiver l'espoir du changement et d'éduquer des citoyens dans une optique transformatrice et non fataliste. Cela paraît particulièrement important dans une société marquée par de nombreuses crises. Sans le savoir, nous avons embrassé ce projet-là. François va maintenant expliquer comment nous l'avons fait. Oui, alors la séquence pédagogique qu'on a construite était en 4 temps. Alors tout d'abord, puisque c'est un enjeu excessivement complexe, on a cherché, en fait, on a amené les étudiants à s'approprier la thématique à travers l'étude d'un essai que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite de ça, plutôt que d'envoyer nos étudiants au théâtre, on a organisé une rencontre avec des militants, avec des activistes. Et tout le reste du cours, en fait, donc la plus grosse partie du cours, on a étudié 2 genres, donc d'abord l'utopie et ensuite la dystopie. Alors, le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, ça a vraiment été l'occasion, justement, d'approfondir la thématique. Comme je le disais, les crises socio-écologiques, ce sont des thématiques excessivement complexes, aux racines multiples, aux causes multiples, que les étudiants ne maîtrisent pas. Alors, on a voulu commencer par se l'approprier avant de voir comment ça s'incarnait dans la fiction. Toute la première partie de la session, donc à peu près 3 semaines, était construite autour d'exposés oraux. Je vais vous présenter la structure des exposés, mais tout d'abord, quelques mots sur l'essai. Le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, il y en a possiblement parmi vous qui le connaissez. C'est un excellent 101 aux crises écologiques. Donc, Cyril Dion commence par présenter la situation et la gravité de la situation. Il s'inspire beaucoup dans sa présentation, dans son premier chapitre, d'un article qui a été publié par David Wallace Wells dans le New York Magazine il y a de ça plusieurs années, qui est vraiment un article coup de poing, là, qui présente la situation sans détour. Et ensuite de ça, on va vraiment dans un survol des différentes tactiques militantes dans tout leur éventail, donc que ce soit la manifestation qu'on connaît bien, mais qui va jusqu'à l'éco-sabotage comme moyen d'action possible. Ensuite de ça, un survol des principales solutions, et encore une fois, dans toute leur diversité. On parle de décroissance, on parle d'assemblées citoyennes pour renouveler la démocratie, etc. Et une des dimensions qui est intéressante dans cet essai-là, c'est que même si c'est pas un essai qui parle de littérature, c'est un essai qui a une perspective éminemment littéraire parce que Dion va beaucoup mobiliser la notion de récit
collectif, d'imaginaire collectif, de la façon dont on pense et on se raconte le monde et des liens entre cet imaginaire-là et les crises qu'on vit actuellement. Donc, c'est des notions avec lesquelles vous êtes probablement familières. C'est le genre de notion que Nancy Houston, par exemple, mobilise dans L'espèce fabulatrice. Dion, lui, cite beaucoup Yuval Noah Harari pour développer ces notions-là. Alors, la façon dont on construit la première partie de la session, ce sont des exposés. On prend 6 cours, donc 3 semaines. On a divisé le groupe en 6 équipes et chaque équipe devait nous présenter, approfondir en fait un des chapitres de l'essai. Ils nous donnaient un cours, carrément. Chaque équipe prenait à peu près 1h15, donc ça faisait à peu près 10 minutes par étudiant, là, des équipes de 6 ou 7. Et on se gardait une période de discussion à la fin. Évidemment, en construisant toute la première partie de la session de cette façon-là, la question de la qualité de l'enseignement était une préoccupation majeure. On voulait s'assurer que les étudiants qui sont dans la salle, qui reçoivent un enseignement de qualité. Alors, on a mis beaucoup d'efforts dans la direction du travail des étudiants. C'est-à-dire que chaque équipe devait répondre à une série de questions préparées d'avance, avec, pour chacune des questions, un minutage précis, des sources obligatoires à consulter et à citer, des extraits vidéo à visionner, parfois à présenter dans leur intégralité, parfois à présenter un extrait choisi par l'étudiant. Et encore une fois, pour s'assurer que le travail était bien fait, on demandait aux étudiants de nous envoyer leur diaporama de présentation quelques jours à l'avance pour faire une précorrection, leur demander d'ajuster telle ou telle partie, de compléter, souligner des faiblesses. Et chaque exposé devait se terminer par une question de discussion qui était soumise à l'ensemble du groupe. Et les étudiants savaient qu'au moment de l'examen qui allait clore cette partie-là de la session, 2 de ces questions-là seraient pigées au hasard et que les étudiants auraient à pondre un texte sur ces 2 questions-là, donc pour revenir sur les différentes thématiques, les différents sujets qu'on avait abordés. Je vous présente ici très rapidement à quoi ça ressemblait les documents de présentation que les étudiants avaient. Donc, vous voyez un minutage précis pour chacune des questions, des sources à consulter, des sources obligatoires à citer, des extraits vidéo aussi à visionner. Ici, par exemple, la question propose de visionner des extraits vidéo qui durent à peu près une trentaine de minutes en tout, mais d'en choisir des extraits qui totalisent à peu près 5 minutes. Oui. Alors, pour clore ce cycle des exposés collectifs, on a organisé une rencontre avec 6 activistes à l'auditorium du collège. C'était une rencontre obligatoire de 3 heures. Les activistes avaient été choisis pour la diversité des mobilisations qu'ils représentent. Et ces mobilisations-là avaient toutes été étudiées dans le détail, on peut dire, là, dans les exposés collectifs qui avaient été présentés par les étudiants. Sur la photo, on voit les membres du collectif Antigone qui ont subi leur procès en novembre pendant le cours pour leur action de blocage du terminal pétrolier Valero dans l'est de Montréal. Il y a d'ailleurs de nos étudiants qui ont assisté au procès et qui ont pu en parler là, à leurs collègues au cours suivant. On a fourni, afin de faciliter la prise de notes, un document aux étudiants qui présentait les questions que nous avons posées aux invités. Et les étudiants donc pouvaient mieux suivre la discussion, les échanges. Ils ont eu droit à leurs notes pendant l'examen sur table qui a suivi la rencontre. Nous avons questionné les étudiants au sujet de leur appréciation de cette rencontre-là. Je voulais vous lire quelques extraits des réponses que nous avons reçues, qui étaient anonymes. Donc, même si ça faisait des semaines que nous étions sur le sujet du climat, j'avais trop peu d'intérêt pour le sujet. Dans les faits, j'étais beaucoup trop découragée de savoir que les petits gestes que je fais pour l'environnement n'ont pas vraiment d'impact. Je me sentais impuissante devant la crise jusqu'à cette conférence. Je me suis rendue à l'évidence que nous devons travailler en équipe pour avoir un impact. Le mouvement se retrouve ici, à Montréal. Ce sont des gens comme vous et moi, avec une vie à l'extérieur comme tout le monde. Tout le monde peut le devenir, pas besoin d'études ni d'âge limite. On n'a pas besoin d'être spécial pour laisser notre marque et donner notre main à la cause de l'environnement. Un autre, ce sont tous des extraits que j'ai choisis. Les écouter m'a fait réaliser à quel point il existait diverses manières de s'impliquer dans la cause, tout dépendant de ton niveau de confort. Il est possible de lutter en étant épaulé, et on peut le faire de nombreuses manières.
Et finalement, j'en ai retenu que cette lutte pour le climat n'est pas une lutte contre l'invisible, tel que le réchauffement planétaire. On est là pour se battre contre des enjeux concrets, comme le font Anaïs et Jacob. Donc, la première partie, on était dans l'étude d'un essai, mais vraiment dans l'appropriation de la thématique. C'est un cours, on s'en est pas caché, de littérature engagée et on voulait s'assurer d'ancrer cet engagement-là dans la pratique du militantisme réel. Alors, on a commencé, quand on a abordé l'étude des romans, après l'étude de l'essai, par l'étude d'une utopie, Paresse pour tous, d'Adrien Klent. Alors, pour résumer très rapidement ce que ça raconte, c'est l'histoire d'un prix Nobel d'économie qui se présente à la présidentielle française autour de la proposition de la semaine de travail de 15 heures. Donc, une proposition de décroissance radicale de l'économie, une proposition reprise de Paul Lafargue dans Le droit à la paresse en 1880. Lafargue, qui est le gendre de Karl Marx, si je me souviens bien. John Maynard Keynes aussi avait repris une idée de cet ordre-là au début du siècle. Alors, l'œuvre est intéressante dans la mesure où elle nous a permis de revenir sur un paquet des thématiques qu'on avait abordées à travers l'essai dans la première partie de la session, mais on est dans une campagne politique. Hein? Alors, forcément, ces idées-là sont soumises au débat, ces idées-là sont incarnées dans la vie des personnages, et le prétexte de la campagne politique nous permet de rentrer dans des discussions sur cet enjeu-là sans que ça devienne un roman à thèse ou un roman didactique. Donc, à travers tout ça, on a abordé la notion d'engagement en littérature et la question de dissertation partielle, donc sur laquelle se terminait ce bloc-là. C'était vraiment juste ça, c'était de réfléchir à ce que c'est une œuvre engagée et comment Paresse pour tous était une œuvre engagée, donc pour vérifier que les étudiants se sont bien appropriés cette notion-là de l'engagement littéraire. On a conclu la session par l'étude du roman Après le monde d'Antoinette Richner. La quatrième de couverture résume bien le scénario dystopique que présente le roman. Novembre 2022, un cyclone d'ampleur inédite ravage la côte ouest des États-Unis. Les compagnies d'assurance font faillite. La finance américaine s'effondre, entraînant dans sa chute le système mondial. En quelques mois, le monde tel que nous le connaissons est englouti. Bon, j'en ai coupé un bout là. Donc, dans ce contexte, pendant 9 ans, un groupe de voyageurs qui rejoint différentes communautés qui tâchent d'inventer de nouvelles formes de vie collective, des façons durables d'habiter le monde. C'est donc une dystopie constructive qui met en scène une humanité qui tente d'apprendre de ses erreurs. Le récit est écrit dans la perspective de l'écoféminisme. Donc, les communautés tâchent notamment de se défaire du système de valeurs patriarcales qui est associé clairement dans le roman au capitalisme comme à la crise écologique. Pour conclure cette étude, on a proposé des sujets de dissertation complète qui invitaient à intégrer les connaissances acquises au cours de la session. Par exemple, démontrer que le roman représente des communautés tâchant de se construire sur des bases durables. Quelques retours des étudiants sur leur expérience dans ce drôle de cours de littérature. On leur a posé quelques questions à la fin de la session sur leur perception du cours. La première, c'était sur l'appropriation des notions plus théoriques, donc à quel point votre connaissance de ces enjeux en ressort-elle enrichie. Alors, on a vu vraiment qu'il y avait un manque, qu'il y avait des lacunes à combler, mais aussi qu'il y avait des acquis importants qui avaient été réalisés. Donc, 8,3 sur 10 en moyenne pour les conséquences de la crise écologique, 8,3 pour l'insuffisance des éco-gestes et la compréhension de la diversité des modes d'action, 8,1 pour les causes systématiques de la crise. Et encore une fois, quelques témoignages. Merci beaucoup pour la session. Ça m'a grandement ouvert les yeux. Je me sens privilégié d'avoir accès à ces connaissances sur la situation de notre planète. L'idée était donc de former à travers la littérature des citoyens. Et une des choses qu'on voulait valider, justement, c'était ce rapport-là à l'anxiété, au sentiment d'impuissance, au désir d'engagement suite au cours. Alors, c'est assez fascinant de voir qu'il y a eu une augmentation du niveau d'anxiété écologique, effectivement, des étudiants, parfois légère. Parfois légère. On demandait léger ou fort. Oui. Donc, généralement léger, effectivement. Pour certains, fort. Mais 90% des étudiants et étudiantes ont signifié que leur anxiété avait augmenté. 55% ont signifié que leur sentiment d'impuissance avait augmenté. C'est pas étonnant. La crise, elle est gigantesque, elle est multiple. Par contre, 92% des étudiants ont dit que leur désir de s'engager avait lui aussi augmenté. Alors ça, c'est fascinant, c'est absolument pas corrélé.
Ah oui, et pour conclure, donc, on voulait faire un retour aussi sur notre propre expérience. Personnellement, moi, pour donner ce cours, il a fallu que je surmonte ma peur de faire peur. Le livre de la militante écologiste Camille Etienne m'y a aidé. Elle raconte qu'invitée dans les médias, on lui demande souvent d'éviter d'effrayer les gens. Il ne faut pas faire trop peur. Or, à ses yeux, la peur est une réaction légitime et saine devant ce qui nous menace. Elle défend la nécessité d'informer les gens en disant, je la cite, le savoir est le premier des pouvoirs et il est malmené. On doit se battre pour le défendre, le faire exister, réparer l'alarme incendie qui dysfonctionne. Pour moi, seule la peur partagée peut permettre une union, une peur et une réponse collective et démocratique à cette peur. La peur, c'est le contraire de l'apathie. C'est une étape vers l'acceptation et donc vers l'action. En classe, je parle de la perspective de Camille Etienne pour aider les étudiants à surmonter l'anxiété, j'insiste aussi pour présenter la transition socio-écologique sous un jour positif et stimulant. Je la présente comme un défi historique. J'insiste sur l'intelligence et la mobilisation collective qui se déploie localement et à travers le monde pour y répondre. Je souligne que cela peut être l'occasion de donner beaucoup de sens à nos vies et de vitaliser nos communautés et nos démocraties. Autre observation, la nécessité de sortir de son champ d'expertise pour aborder une problématique interdisciplinaire peut être l'occasion de modéliser pour nos étudiants une posture de recherche, de réflexion et d'humilité. Donc, ça peut être une force. Avec François, on se disait aussi que ça pourrait être l'occasion aussi de collaborer avec des collègues d'autres disciplines. Aussi, à l'origine du projet, je ressentais un malaise à l'idée de chercher à émanciper quelqu'un. Je l'ai contourné en évitant de me placer dans une posture ascendante ou transmissive et en concevant la série d'exposés par les pairs où les étudiants ont mené leur propre recherche et prise en charge l'enseignement. Concernant l'enseignement par les pairs, on peut remarquer qu'il implique une grande charge de travail de notre part. Donc, François en a parlé un peu, en trouver les sources. Il fallait contrôler, s'assurer de la qualité, valider les sources que les étudiants utilisaient pour leurs exposés, mais que ces sources-là leur soient accessibles, donc pas des articles scientifiques très poussés. Donc, c'est un travail de recherche assez colossal. Aussi, l'encadrement des groupes, la précorrection des diaporamas pour s'assurer que l'enseignement était de qualité offert aux étudiants, cet enseignement par les pairs. C'est à prendre en compte. Et finalement, François et moi avons dû jongler avec ce qu'on pourrait appeler la culture de la neutralité enseignante. Je reviens au projet de la pédagogie critique dont je parlais au début de notre intervention, qui propose de compléter la critique des réalités problématiques par l'examen et la construction de perspectives transformatrices et de propositions alternatives, en pas s'en tenir juste à la critique. Pour ne pas interpeller les étudiants, moi ça me parle beaucoup, uniquement en tant qu'objet du pouvoir, mais aussi en tant qu'agent. Découvrant ce projet pédagogique-là, la chercheuse féministe Barbara Scott Winkler a fait remarquer que c'est le parcours qu'a suivi le projet d'éducation féministe, notamment par l'examen critique des désirs et des besoins féminins traditionnels et la reconnaissance, la création et la validation de nouveaux besoins et désirs, d'abord perçus comme radicaux. En comparaison avec ce parcours-là, on peut se demander pourquoi il peut sembler moins naturel et plus limitant ou endoctrinant d'ouvrir, par exemple, des alternatives au capitalisme après avoir critiqué ce système économique pour ses effets délétères sur l'environnement et les sociétés. En terminant, donc, quelques mots sur la notion d'instrumentalisation de la littérature. Quand on parlait de notre expérience, c'est une question que les collègues nous ont souvent posée. Est-ce que le fait de donner un cours aussi clairement ancré dans le militantisme revient pas à instrumentaliser la littérature? Notre réponse, ou en tout cas notre perspective, c'est que notre désir premier était d'enseigner des œuvres qui sont fortement ancrées dans les préoccupations actuelles des étudiants. Évidemment, ils la vivent, cette crise-là, ils savent qu'elle leur pend au bout du nez, alors leur offrir un espace pour en parler, mais c'était aussi véritablement d'amener la littérature et l'activisme en dialogue, c'est-à-dire que on fait découvrir la littérature à travers l'activisme et on fait découvrir l'activisme à travers la littérature. Donc, il n'y en a pas un qui est plus instrumentalisé que l'autre. Les deux sont en dialogue. Et encore une fois, pour terminer, quelques commentaires d'étudiants et des étudiantes. Littérature n'est pas mon cours préféré, mais avec ce thème, j'adore les cours. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez intégré la sensibilisation sur une cause importante tout en enseignant le cours de littérature. C'était comme un 2 pour 1. Alors voilà, merci beaucoup.